Bonjour à tous, dimanche en politique spéciale. Nous avons installé nos caméras ce matin à Belfort. Hier, ici même, plusieurs milliers de personnes ont dénoncé le plan social de General Electric qui veut supprimer 1 millier d'emplois. Un massacre social, pour reprendre les mots d'un syndicaliste du groupe américain. Alors la résistance dans la Cité du Lion peut-elle suffire? Comment faire le poids face à une multinationale américaine? Quelle suite donner à cette mobilisation populaire? On va en débattre avec nos 4 invités ici sur les bords de la Savoureuse. Philippe Petit-Colin, délégué CFE-CGC à General Electric. Vous êtes notamment le porte-parole de l'intersyndicale du groupe américain ici à Belfort. Un autre syndicaliste est sur ce plateau, Francis Fontana, délégué vous du syndicat Sud, également à General Electric. Marie-Josée Fleury, présidente des Vitrines de Belfort, l'association de commerçants du centre-ville qui s'est mobilisée également hier. Et Dominique Balduini, président de la Vallée de l'Énergie, une association qui fédère les différentes entreprises du secteur de l'énergie dans le territoire. Bonjour à tous les 4, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme d'habitude, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission, y participer sur les réseaux sociaux avec vos commentaires et le mot dièse DIM Paul FC comme dimanche en politique Franche-Comté. Alors monsieur Petit-Colin, hier, la ville a rassemblé plusieurs milliers de personnes derrière une seule cause, défendre les emplois de General Electric. Est-ce que cette mobilisation vous a réconforté, vous qui faites partie des principaux concernés ? Tout à fait. Hier, c'était un jour historique pour Belfort depuis les grandes grèves d'Alstom suite à la fermeture de Bull. Je pense que c'est la plus grosse mobilisation citoyenne. Donc ça nous réconforte, ça nous donne de l'énergie pour continuer le combat, car on voit qu'au-delà des salariés, c'est tous les citoyens de Belfort et du Nord-Franche-Comté qui sont derrière nous. Francis Fontana, quelle quantité de manifestants il faut pour être assez nombreux face à General Electric ? Bon, écoutez, je pense que hier, il y avait, selon nous, 8000 salariés, selon la police 5000. Je pense qu'avec un chiffre tel que celui-là, on a déjà marqué les esprits. C'est au moins 2 fois plus que la grande mobilisation d'il y a 3 ans pour défendre Alstom qui était menacé de délocalisation, par exemple. Oui, c'est ça. C'est 2 fois plus. Donc je pense que ça marquera les esprits. Vous savez, les Américains, nous on fait tout pour que ces mobilisations, elles réussissent, que ce soit les mobilisations des salariés ou celles de la population. Celle d'hier, c'était une réussite et je pense que ça marquera les esprits. Marie-Josée Fleury, c'était une évidence pour les citoyens, les commerçants, les acteurs économiques de participer à ce mouvement ? Bien sûr, tout à fait. Pour nous, ça a été dès le départ une évidence. Je dirais que cette annonce de plan social a été en tout cas un véritable choc, une véritable onde de choc parmi le monde économique. Et c'est vrai que tous les commerçants, dès le départ, ont souhaité collaborer avec l'intersyndicale de General Electric pour les soutenir, pour être solidaires de leurs actions et pour que sur ce petit département, on puisse tous s'unir pour parler de la même voix et porter haut et fort la lutte contre ce plan social qui est tout simplement inacceptable. Dominique Balduini, vous êtes chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise étaient unis aux salariés hier. C'est vraiment une spécificité de la manifestation d'hier. Ça allait des syndicats de salariés jusqu'aux syndicats patronaux. Tout à fait. Le MEDEF, l'UIMM, la CPME et d'autres encore étaient présents. Pour comprendre ce mouvement de masse, il faut bien se dire que les sous-traitants travaillent quotidiennement avec les salariés de General Electric. Donc forcément, en bon franc-comtois, il y a des amitiés qui se sont nouées. On ne travaille pas uniquement pendant la journée, on se voit le soir. On connaît les problèmes, on connaît les enjeux et on a vu venir les problèmes depuis 1 année et demie maintenant. Belfort donc, voilà. est la 2e ville de Franche-Comté, mais ça reste une petite ville où tout le monde se connaît. Tout le monde connaît un salarié d'Alstom ou de GE. Ben bien sûr, oui, je dirais même, on se connaît plus que ça. On travaille ensemble, on a résolu des problèmes techniques, voire scientifiques ensemble. Donc vous pensez, il y a effectivement plus qu'une solidarité, il y a une communion, une espérance commune pour traiter ce problème. Philippe Petit-Colin, union des corps intermédiaires, on va dire, des syndicats de salariés, des syndicats patronaux, et puis union politique. Il y avait le centre névralgique politique du pays hier était à Belfort. Il y avait quasiment tous les partis politiques représentés et des ténors nationaux.
Tout à fait, on avait vraiment tous les partis politiques, avec la France Insoumise, avec M. Mélenchon, avec Nathalie Arthaud, avec Philippe Poutou, avec des gens du LR, du PS, de Génération, même des gens d'Europe Écologie Les Verts, qui portent aussi notre projet, car avec la montée en puissance du renouvelable, la turbine à gaz est indispensable et c'est important que Europe Écologie Les Verts porte ce projet avec nous. Vous ne citez pas les gens de la majorité présidentielle, pourtant ils étaient là, il y avait plusieurs députés La République En Marche aussi. Tout à fait, il y avait également des gens de La République En Marche. Maintenant, on attend une réponse de ce parti, en particulier le président de la République, par rapport à ce problème maintenant qui va devenir national. C'est quelle position il va prendre pour la stratégie industrielle de notre pays. On voit bien qu'il y a 3 ans, il y a un accord qui a été signé, qui dit oui, vous pouvez racheter la branche énergie d'Alstom à condition que vous développez les emplois, que vous développez l'industrie, que vous créez des emplois. Aujourd'hui, on voit que le contrat n'est pas rompu. Le président de la République doit se positionner pour venir sauvegarder nos emplois et, j'ai envie de dire, la cathédrale mondiale de l'énergie qui est Belfort, où on est capable de faire des turbines à gaz, des turbines vapeur, des alternateurs. C'est le seul site au monde qui est capable de faire ça, il faut le sauvegarder. Francis Fontana, la solution elle est clairement politique. Elle a 2 aspects. Elle est d'abord chez les salariés. C'est vrai que la mobilisation des salariés, c'est le socle pour nous. On est syndicaliste, il faut qu'on en passe par là. Si on n'avait pas les salariés derrière nous, on ne serait pas légitime à porter ce projet avec cette force-là et avec cette conviction. Donc nous, on est déterminés en ce qui concerne l'intersyndicale, mais c'est parce que les salariés sont derrière nous, nous soutiennent. On a énormément de messages de soutien. Beaucoup de salariés qu'on croise spontanément viennent vers nous. Donc ça, c'est la base, c'est le socle. Et derrière, effectivement, ça nous permet de mobiliser la population, ce qu'on a vu hier. On travaille depuis assez longtemps avec les politiques, tous les politiques, le champ politique complet. Et on vous a vu par exemple cesser le travail quelques jours après la visite de Bruno Le Maire, quand vous avez estimé que les engagements qu'il avait pris, le ministre de l'économie devant vous quand il est venu à Belfort, n'avaient pas été tenus. Oui, tout à fait. Il faut qu'on arrive. Enfin, c'est notre socle, c'est notre base. Et c'est par ce moyen-là qu'on arrive à peser. Après, évidemment, quand ce combat il est fort à ce niveau-là, au niveau des salariés, ça se diffuse dans la population parce que les salariés, ils ont tous une famille, ils ont tous des amis à Belfort, on l'a dit, ils ont chez les sous-traitants. Et donc, ça diffuse cette mobilisation. Et ensuite, donc, il y a les politiques locaux. Là, sur ce plan-là, c'était déjà bien engagé. On a vu que les nationaux sont derrière nous. LREM local, enfin la République En Marche locale, ils étaient là. On a eu peu de contact avec eux et pour cause, puisque la position pour l'instant du gouvernement et du président est quand même relativement éloignée de tout ça. Un petit aparté, hier tous les partis politiques étaient représentés, mais l'intersyndicale a refusé une entrevue avec les élus régionaux du Rassemblement National. On a vu notamment 2 élus régionaux cantonnés dans un coin de la mairie qui n'avaient pas accès à la salle où tous les élus étaient. Pouvez-vous nous expliquer votre positionnement par rapport à ça ? En 2 mots, je vais faire très simple. L'intersyndicale avait été sollicité par le Rassemblement National, les élus du Rassemblement National, pour la participation à la réunion des partis politiques et la conférence de presse qu'on organisait. Cette organisation, c'est l'intersyndicale qui l'a prise en charge. C'est nous qui avons déclaré la manifestation et à ce titre, on invite qui on a envie d'inviter. Nous avons fait savoir par mail vendredi au Rassemblement National, de façon très claire, que nous ne partagions pas les valeurs du Rassemblement national, l'intersyndical, parce que je voulais citer l'intersyndical, parce que j'ai vu que le Rassemblement National parlait beaucoup de 2 syndicats simplement, alors qu'on est 3. Donc l'intersyndical ne partage pas les valeurs du Rassemblement National, nous leur avons fait savoir et nous leur avons dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et donc quand ils ont forcé l'entrée à cette réunion, ils souhaitaient forcer l'entrée à cette réunion, notre service d'ordre a joué son rôle et les a refoulés. Marie-Josée Fleury, vous êtes une ancienne élue, en plus d'être aujourd'hui présidente de l'association des commerçants. La solution, elle passe par un front commun de l'ensemble des politiques locaux ? Oui, bien évidemment. Je crois que M. Fontana vient avec justesse de le rappeler. Il y a déjà une volonté, en tout cas des salariés eux-mêmes, à lutter contre ce plan social pour sauvegarder l'emploi et quelque part pour sauvegarder notre territoire. Je crois qu'on l'a assez dit et dans les différentes conférences de presse, je l'ai assez répété. Leurs emplois, ce sont aussi les nôtres, bien évidemment. L'avenir de ce territoire, l'avenir de nos familles, de nos enfants.
parce que je crois que ce territoire est tellement petit que chaque maille, en tout cas, qui le compose est importante. Et si l'une de ces mailles est sectionnée à la base, eh bien, la chaîne va s'étioler et petit à petit tomber complètement. Donc le combat, bien évidemment, il est aussi politique, puisque je dirais que les politiques sont les décisionnaires. Ils doivent donc faire front commun, encore une fois, pour lutter contre ce plan qui risque de mettre sur le carreau, on va le dire, tout notre territoire. Et je dirais que ça ne va pas toucher que l'économique, ça va toucher également tout ce qui est social, culturel, immobilier, scolaire. Je discutais avec certains maires de petites communes qui me disaient que si jamais des familles partaient, il y aurait des fermetures d'écoles, indéniablement. Donc c'est vraiment la structuration, j'allais dire, d'un territoire aujourd'hui qui est en jeu. Et je pense que c'est ce qui doit, et c'est ce qui préoccupe en tout cas, les politiques aujourd'hui qui, avec l'ensemble du corps des citoyens, toutes tendances, toutes catégories socio-professionnelles confondues, doivent s'unir pour porter haut et fort le message de solidarité et de lutte avec l'intersyndicale de General Electric. Dominique Balduni, quelle marge de manœuvre ont aujourd'hui les pouvoirs politiques face à une multinationale comme General Electric ? Il y a déjà des accords qui n'ont pas été respectés. Je crois me souvenir que Belfort devait être le centre d'excellence pour telle ou telle partie de l'énergie. Je pense que le problème, c'est que nos politiques ne connaissent peut-être pas assez le monde industriel. Il n'y a pas, comme dans d'autres pays, des industriels qui accèdent à des postes de responsabilité politique et inversement. Vous savez, les problèmes que l'on vit aujourd'hui étaient prévisibles depuis plusieurs années. Mais il faut être impliqué, il faut connaître les métiers. Voilà, c'est un problème de stratégie industrielle. Ils ont été naïfs, les politiques, c'est ça que vous nous dites ? Ils ont trop fait confiance à General Electric, peut-être, c'est ça ? Je ne dirais pas ça, je pense qu'ils ont tous la volonté de bien faire. Ceux que je rencontre, en tout cas, ont vraiment la volonté de bien faire. Mais entre avoir la volonté de bien faire et avoir dans la tête la stratégie qu'il faut suivre pour ne pas se tromper ou pour faire les bons choix, c'est autre chose. Je pense que les Américains sont beaucoup plus professionnels que nous, et en particulier quand on voit l'histoire d'Alstom, en particulier l'ancien président qui aurait pu avoir des problèmes juridiques aux États-Unis. Je crois qu'il faut peut-être s'inspirer du savoir-faire américain, de l'intelligence économique qui parvient au meilleur niveau de l'État aux États-Unis. Pour ça, je pense qu'il faudrait que, effectivement, notre président vienne discuter avec tous les acteurs économiques. Alors justement, Philippe Petitcolin, vous avez commencé par ça. Aujourd'hui, vous en appelez au président de la République en personne. Que souhaitez-vous que fasse Emmanuel Macron aujourd'hui pour sauver General Electric ? C'est très simple. Emmanuel Macron, il a fait signer un accord. L'esprit de l'accord, c'est oui, vous pouvez racheter la branche d'Alstom à condition de développer l'industrie, de développer les filières industrielles, les emplois. Or, aujourd'hui, l'accord n'est pas respecté. Donc, si l'accord n'est pas respecté... sur les emplois, ils ont payé. Non. C'était soit on crée 1000 emplois, soit on paye. Ils ont préféré payer. Ça, c'est une des clauses. Il y a d'autres clauses dans l'accord, en particulier l'article 3.4 qui dit que Belfort doit rester le centre européen 50 Hz. Il y a l'article 3.5 qui dit que les équipes mondiales de direction du Tatominaga 50 Hz doivent être logées à Belfort. Et l'article 3.6 qui dit que cet engagement est pour une durée de 10 ans. Donc ces aspects-là de l'accord ne sont pas respectés et c'est la raison pour laquelle on a ce plan social actuellement. Et donc Emmanuel Macron, comme le prévoit l'accord, peut saisir les tribunaux français pour faire une injonction à General Electric à faire respecter l'accord. Ou si General Electric affirme clairement qu'ils veulent fermer Belfort, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, rendez-nous l'Alstom. C'est-à-dire, on nationalise ? C'est une piste qui peut être envisagée. On nationalise, où les investisseurs français peuvent capitaliser, reprendre l'entreprise. Ce sont des choses qu'il faut maintenant envisager. Non mais alors soyons clairs, la nationalisation est aujourd'hui une des préconisations des syndicats de General Electric à Belfort ? Aujourd'hui, nous n'avons pas de position claire sur la position de General Electric. Que veut faire General Electric ? Est-ce que General Electric compte fermer Belfort ou compte garder Belfort ? Compte introduire des filières d'avenir ? Si General Electric se positionne clairement sur le fait qu'ils veulent fermer Belfort,
Le gouvernement doit protéger notre patrimoine industriel qui a de l'avenir. Qui peut dire que la filière énergie n'a pas d'avenir? Qui peut dire que l'aviation n'a pas d'avenir? Et doit se positionner pour développer l'industrie à Belfort. J'ai envie de dire, M. Macron a une opportunité unique aujourd'hui. Soit il laisse faire General Electric qui tue Belfort, soit il se positionne et il transfère ce carnage, il transforme ce carnage industriel annoncé par un avenir industriel radieux de Belfort, car la filière énergétique a de l'avenir, car l'aviation peut s'implanter à Belfort. Francis Fontana, la perspective, l'hypothèse nationalisation, vous la défendez également? Pourquoi pas? Effectivement, c'est une des pistes à laquelle on réfléchit. Alors, on n'en est pas tout à fait encore là, puisque les dessins, comme l'a dit Philippe, les dessins de General Electric, en tout cas affichés, ne sont pas clairs. Pour nous, ils sont très clairs. Pour l'activité turbine à gaz, le plan de 800 suppressions d'emplois, c'est la première étape. Évidemment, derrière, ce sera la fermeture. Et si cette activité ferme, évidemment, cela fragilisera les autres entités de General Electric à Belfort. Puisque jusqu'à présent, on échangeait avec M. Balduni juste avant, il y avait des passerelles entre les différentes entités. Si vous réduisez les possibilités de passerelles, lorsque les activités sont plus ou moins, voilà, c'est fluctuant, c'est cyclique, donc il y aura cette difficulté. Et donc, ce sujet, il est majeur pour l'État. Il est majeur, il faut que le gouvernement et le président de la République prennent la mesure de tout ça, et il faudra qu'il se positionne à partir du moment où General Electric ne répondra pas clairement à cette situation. Quel regard vous portez sur cette perspective, Dominique Balduni? Je pense qu'on ne peut pas ne pas envisager effectivement une aide de l'État pour assurer l'avenir des unités de Belfort au niveau mondial et au niveau énergie. Moi, je suis frappé quand même, parce que je lis beaucoup la presse, je suis frappé par ce que dit le nouveau patron d'Airbus, qui se permet d'enguirlander tous les sous-traitants aéronautiques de Toulouse en disant « Mais bon sang, vous n'allez pas assez vite, vous êtes trop cher. Allez chercher des fournisseurs à l'étranger, allez chercher des fournisseurs à l'étranger. » Moi, dont les études ont été payées par l'État quand même, moi, mes parents étaient ouvriers, bon, j'ai fait de bonnes études parce que j'étais bon en maths. Moi, j'aurais honte de préconiser des solutions étrangères alors que c'est la France qui m'a tout donné en quelque sorte. Voilà, oui, il faut trouver des solutions. Vous comprenez, la voie des éoliennes, c'est bien, mais on arrive à des aberrations. Il y a des éoliennes installées en France qui ont été fabriquées aux Pays-Bas, qui sont installées par des ouvriers polonais et qui sont financées par des banques australiennes. Moi, je ne sais pas, a-t-on une stratégie industrielle? Vous savez, j'ai fait des études d'ingénieur économique. S'il y avait une stratégie industrielle dans ce pays, je pense que je l'aurais comprise. Marie-Josée Fleury. Oui, je pense quand même qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse, dans ce pays, tirer les leçons de la politique, de la non-politique industrielle. On l'a vécu, en tout cas, sur Belfort, nous, depuis les années 90, avec, je dirais, la vente d'Alstom par appartement, si je puis dire. Donc, comme le dit M. Balduni, c'est vrai que ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas une grande surprise. Encore une fois, c'est un désastre annoncé. Et j'espère, on n'a pas assez anticipé au niveau politique, vous pensez? On ne sait pas qu'on n'a pas anticipé, c'est que ça fait 40 ans, je pense. Philippe Petit-Colin, vos côtés lèvent les yeux au ciel. Il n'y a plus de politique industrielle depuis 40 ans dans ce pays. Enfin, je veux dire, on a quand même subi à Belfort Honeywell Bull. Ensuite, il y a eu Alstom. Aujourd'hui, c'est General Electric. Je veux dire, ce sont quand même des souffrances à répétition. Ce sont des massacres industriels à répétition. C'est la perte complète de nos fleurons industriels que l'on laisse partir, puisque avec des conséquences sur l'activité économique, l'activité commerciale, évidemment, les écoles, vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Enfin, je veux dire, le meilleur exemple, c'est quand même la vente des TGV qui maintenant doit s'accompagner des brevets, du savoir-faire et qui prive d'emploi ici nos entreprises. Donc, à un moment donné, quand même, je dirais que profitons au moins, et M. Petit-Colin a raison, je veux dire, c'est quand même l'occasion de prouver qu'aujourd'hui, le gouvernement a la volonté d'industrialiser notre pays, de continuer à soutenir l'industrie qui, depuis de nombreuses années, est complètement laissée à l'abandon. Ce sont les grands groupes, en fait, qui décident de la politique industrielle en France. Et ça, c'est franchement inacceptable. Philippe Petit-Colin. Nous sommes vraiment à une période charnière. Il faut bien se rendre compte que Belfort, c'est le champion du monde de l'énergie. Vous avez la moitié des 4000 personnes qui sont les ouvriers qui savent assembler des turbines à vapeur, turbines à gaz.
alternateurs. General Electric, l'objectif, c'est de disloquer tout ça. Et vous avez l'autre moitié, ce sont des ingénieurs, des techniciens qui sont capables d'installer des centrales électriques. Mais installer des centrales électriques, ça veut dire qu'ils sont capables d'installer des centrales turbines à gaz, des centrales charbon, nucléaire, du photovoltaïque, du renouvelable. C'est une compétence clé que General Electric a décidé de délocaliser en Inde, en Pologne, au Mexique. Et ce que vous disiez tout à l'heure, avec l'éventualité d'une nationalisation, la question c'est est-ce que General Electric est prêt à vendre aussi? Alors, et vous me disiez avant l'émission, oui, parce que General Electric a des problèmes de dette. tout à fait. General Electric a des gros problèmes de dette et ont déjà vendu beaucoup de business, l'eau, l'éclairage, le transport, les petits moteurs à gaz, toute la partie capitale, etc. Ils ont un gros problème de dette. Et aujourd'hui, il y a deux filières qui marchent très bien, c'est l'aviation et la santé qui veulent garder. Et dans les énergies, ils veulent garder le renouvelable, éventuellement le gaz, et tout le reste, ils veulent vendre. Donc aujourd'hui, il y a aussi une opportunité peut-être pour les investisseurs. Quand je parle de nationalisation, c'est pas vraiment la nationalisation. Ce que je veux dire, c'est que General Electric est prêt à vendre. Donc l'État ou d'autres investisseurs pourraient se positionner aujourd'hui sur les métiers qu'il y a à Belfort pour garantir la pérennité du site et parce que le marché de l'énergie a de l'avenir et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Sauf que General Electric aujourd'hui ne veut plus investir. La seule stratégie, c'est supprimer les usines, licencier les gens, délocaliser l'activité dans les pays à bas coût et ça va conduire à la destruction du business. On a été plus ou moins épargné depuis 3 ans avec l'accord des 1000, mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties. Et dans les autres pays, il y a eu beaucoup de plans de licenciement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le business n'a pas remonté. Le business s'est littéralement effondré. Le plan de licenciement, il fait remonter le cours de bourse. Mais à long terme, la valeur de l'entreprise, elle, en prend un gros coup. Donc aujourd'hui, peut-être qu'une des solutions, c'est une reprise de l'activité, pas forcément une nationalisation, parce que General Electric est en situation de pouvoir vendre. Francis Fontana, en attendant une éventuelle décision politique ou un éventuel repreneur privé, la stratégie des syndicats aujourd'hui, c'est gagner du temps. On a vu que vous avez empêché par 2 fois la tenue des réunions qui devaient lancer le plan social, que vous attaquez le plan social en justice. Oui, gagner du temps là? Alors, c'est pas gagner du temps pour gagner du temps. Ça laisse le temps de se retourner peut-être et d'envisager d'autres solutions. Évidemment, on l'a expliqué à Monsieur le maire quand il est venu, la question de la temporalité, elle est cruciale dans cette affaire. Parce que, évidemment, la question de la diversification qui permettrait de développer des activités nouvelles sur Belfort et qui permettrait de compenser, comme je le disais tout à l'heure, les éventuels cycles bas de marché dans telle ou telle entité ne vont pas se mettre en place tout de suite. Et donc, avec les ordonnances, et j'ai rappelé hier aux politiques en mairie, pour leur dire qu'il fallait qu'ils travaillent sur ces questions-là, qu'ils retricotent le Code du travail, avec les ordonnances, d'abord la loi Rebsamen, puis les ordonnances El Khomri, Macron, etc., les ordonnances travail, le délai pour un PSE de cette ampleur... Plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelait plan social auparavant. Voilà, plan de sauvegarde de l'emploi, c'est 4 mois. Et en 4 mois, déjà, pour étudier toutes les pistes possibles, c'est forcément impossible, puisque la direction n'a pas fait le travail avant. Nous, ça fait plus d'1 an qu'on est sur ces sujets. Et quand bien même ça se mettrait en place, les licenciements seraient faits avant, dans un délai très court, avant que toutes ces filières se mettent en place. Et donc, les compétences et les savoir-faire seraient éparpillés dans la nature. Et donc, c'est pas cohérent comme projet. C'est pour ça qu'on demande du temps et qu'on veut absolument repousser au moins, dans un premier temps, stopper ce PSE pour travailler sérieusement avec le gouvernement, les équipes du ministère, avec General Electric, puisque aujourd'hui c'est encore eux qui ont le business, et qu'on puisse monter des projets qui tiennent la route et qui développent l'industrie comme c'était prévu dans l'accord de 2014. Dominique Balduni, j'imagine que l'ensemble des entreprises du secteur de l'énergie ici réfléchissent déjà, certains ont anticipé ces pistes de diversification. Vous avez tout à fait raison. J'ai rencontré vendredi Monsieur Mogis et Monsieur Martin de la commission Mogis, qu'on appelle Monsieur 50 millions. Et j'ai été frappé par leur connaissance du monde international. Je précise, c'est la commission qui gère les 50 millions qu'a payé General Electric en compensation des emplois non créés. Voilà, c'est ça. Il y a une commission au niveau national qui va gérer cet argent.
dont le gouvernement a promis qu'elle serait en grande partie réinvestie à Belfort, normalement. Voilà. Donc Monsieur Mogis et Monsieur Martin sont des grands connaisseurs du monde international, et je pense qu'il est important, en tout cas c'est le message que j'ai fait passer, il est important que l'on fasse appel à des, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des cabinets de consultants, ou on peut aussi faire appel au réseau d'ambassades en France, parce que la France a un fort réseau d'ambassades au niveau mondial. Il faut tout de suite, mais tout de suite, il ne faut pas attendre, voilà, faire appel à toutes les industries qui pourraient être, ou services qui pourraient être intéressés par les compétences de Belfort. Ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, les sous-traitants qui connaissent des problèmes depuis, on va dire, fin 2017, ont engagé à travers la Vallée de l'Énergie et avec l'aide de la région des actions de diversification. Pour l'instant, on a fait un état des lieux avec d'ailleurs les compétences de General Electric. Oui, il faut agir vite aussi pour soutenir leur trésorerie, parce que les commandes ont baissé, elles vont encore baisser. Et là, je pense qu'il y a encore des transferts en Hongrie ou dans d'autres pays. Il y a un comeback. Donc on en revient toujours à la temporalité. Il faut agir vite. Très rapidement, Philippe Petit-Colin, parce qu'il est bientôt midi. La suite pour l'intersyndicale, pour les salariés, c'est quoi? Vous êtes convoqué mercredi par votre direction, c'est ça? Tout à fait, on est convoqué mercredi à Paris, parce que comme aucune personne, on n'arrive pas à faire les réunions à Belfort pour les bonnes raisons. Donc il faut qu'on se pose la question. De toute façon, il faut qu'on aille à Paris pour faire voter le mandat pour agir en justice jeudi à 14 h au tribunal de grande instance pour faire suspendre le plan. Et on suivra ça évidemment sur France 3 Franche-Comté. Merci à tous les quatre. C'est passé très vite. Merci d'être venus ici à Belfort sur les bords de la Savoureuse pour cette émission. Dimanche en politique prend des vacances, vos programmes d'été à partir de la semaine prochaine. Et puis on se retrouve pour de nouveaux débats politiques à la rentrée. Profitez bien de votre après-midi. À bientôt.